Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir, comme toujours, de vous retrouver sur ce programme matinal que vous propose Bénin TV. Nous sommes aujourd'hui mercredi 16 avril 2025 et nous allons parler aujourd'hui culture, nous allons parler société, on parlera également géopolitique. Le forum de discussion d'ailleurs de ce mercredi est consacré à l'actualité hors de nos frontières. Vous le savez, c'est connu, la jeunesse est le fer de lance de la société, une force. Au Bénin, cette force s'est manifestée avec éclat lors du tout récent sommet de la jeunesse béninoise. Objectif, rien de moins que de façonner un avenir meilleur en portant des propositions concrètes et porteuses de changement. Au-delà des différences régionales, une volonté commune a émergé, celle de construire une jeunesse unie. Comment ce sommet a-t-il transformé les espoirs en action? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Il est passé haut les mains avec un score soviétique, 90% de suffrages pour Brice Clotaire Oligui Nguema, 90,35 pour être plus précis. Voilà le score avec lequel il est passé à la présidentielle au Gabon. Du kaki au Costa cravate, celui qui a brisé la dynastie Bongo s'est taillé une véritable sympathie dans l'opinion gabonaise. Une transition express de 19 mois, une campagne électorale aux allures de véritable show et un scrutin peut-être taillé sur mesure, mais sans grande polémique. Après les tumultes et le spectacle, place à la réalité. Brice Clotaire Oligui Nguema pourra-t-il redresser le Gabon? Eh bien, nous faisons le débat. Et puis, après Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo, Haïlé Mariam Desalegn ou encore Joao Lourenço, c'est désormais le président togolais Faure Gnassingbé qui se voit officiellement chargé par l'Union africaine de trouver une issue à la crise dans l'est de la RDC, dans cette zone stratégique et riche en ressources minières. Une guerre oppose depuis plusieurs années maintenant l'armée congolaise aux rebelles du mouvement du 23 mars, le M23, soutenu par le Rwanda et qui ont conquis ces derniers mois les deux grandes villes de Goma et Bukavu à la faveur d'une offensive éclair. La médiation de Lomé sera-t-elle enfin la bonne? Analyse à suivre. Et puis, à 6 mois de l'élection présidentielle, la tension monte en Côte d'Ivoire. Le PPA-CI et le PDCI-RDA claquent la porte de la commission électorale. Les deux principales formations d'opposition dénoncent un processus électoral jugé opaque et déséquilibré. Laurent Gbagbo, malgré son absence du fichier électoral, promet une victoire éclatante à l'élection. Comment? Ça reste à voir. Sur les bords de la lagune ébriée, l'incertitude plane de plus en plus, des questions et très peu de réponses. En tout cas, pour le moment, en plateau, nous, c'est l'actualité d'ici qui nous intéresse d'abord. Ce sera avec Génial Afouda Mossi, avocat, qui a préféré aujourd'hui une tenue pas très loin de la tenue militaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour Aman, toujours drôle. Comment allez-vous? Bien vous-même. Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir comme toujours d'habitude, oui, sur Bonjour le Bénin pour partager ensemble, on va dire, ce moment de télévision. Tout à fait. On va y aller tout de suite. Le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, le bulletin d'information. Ravi de vous retrouver pour ce bulletin. On y va avec cette information. Le Bénin renforce sa production nationale avicole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Des kits de volailles sont distribués aux aviculteurs grâce au projet Pur Zedaga, un appui rendu officiel ce lundi 14 avril à la mairie de Zé. Le point avec Bernol Djogbe et Amandine Anyamboussou. Je rappelle que c'est un reproducteur, ça ne doit pas aller au marché. Un kit d'un genre particulier pour des aviculteurs. Il contient 5 poules, un coq et un complément en aliments de volaille. 25 aviculteurs de la commune de Zé en ont reçu chacun. Cet appui vise à booster la production avicole au Bénin et réduire la consommation des viandes importées impropres à la consommation. Ces sujets que vous avez à main, ce sont des sujets qui sont déjà protégés, vaccinés. Si vous les traitez avec soin, comme des êtres vivants, ils vont vous donner les poussins et vous allez multiplier votre élevage. Que ces kits de volaille puissent croître, se multiplier et contribuer substantiellement à la production de la viande et que nous, acteurs individuels bénéficiaires, nous puissions partir de cet appui, quoique symbolique pour nous, pour intensifier notre élevage au niveau de nos exploitations respectives. Depuis la prise des décisions de renforcer la filière avicole, nous avons eu à noter un regain d'activité des acteurs de production des œufs de table et de viande et le marché est devenu assez important
et plus intéressant aux éleveurs. Notre joie est grande et c'est le lieu de remercier très sincèrement Son Excellence, le président de la République du Bénin, pour sa vision d'un Bénin où aucun citoyen n'aura plus besoin d'essayer des aventures incertaines dans un horizon inconnu et aussi incertain. La filière avicole joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet appui émane du projet d'urgence de renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole Pur Zedaga. Pur Zedaga, c'est également un appui subséquent en intrants, notamment engrais et semences. C'est aussi une campagne de vaccination de 2 millions de têtes de volailles. C'est aussi un appui en moyens de subsistance aux ménages pauvres extrêmes par des transferts monétaires pendant la période de soudure. En fournissant ces kits et de la provende aux bénéficiaires, le projet vise la promotion de l'aviculture, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et enfin l'amélioration des revenus des acteurs, source de croissance et de prospérité au niveau national. Au total, 1000 kits seront distribués dans les 42 communes d'intervention du projet. Il s'agit surtout de bâtir un avenir meilleur pour les communautés. Dans la Liborie, précisément à Kandi, Jacques Ayadi, ministre conseiller aux infrastructures, est en tournée. C'est pour constater l'évolution des travaux de réalisation des infrastructures routières avec à la clé des recommandations. On le suit au micro de Judicaël Aïna et Ousmane Baparapi. Nous sommes sur le tronçon Béo-Boué, Kandi-Malanville, et puis le besoin de passer en 2x2 dans la traversée de Kandi a été manifesté. Voilà, donc les populations ont été écoutées par le chef de l'État et le marché a été finalement contractualisé avec l'entreprise Soya Satom. Parce que sinon, sur le premier lot, on est déjà à 100%. Alors ici, nous sommes sur le marché de la traversée et nous sommes globalement à 78% d'avancement. D'ici fin mai, je pense que la traversée va être entièrement libérée. Ici, je constate que les travaux évoluent normalement avec les entreprises Soya Satom pour le lot 1 qui va de Bérouboué à l'ouvrage de Goufari et puis le lot 2 par l'entreprise Sorobat de Goufari jusqu'à Malanville. Globalement, les travaux des deux lots sont à un taux d'avancement de l'ordre de 70% pour une prévision de 80-85%. Donc on note un retard dans l'exécution des travaux, mais un retard dont les responsabilités doivent être partagées entre les entreprises et nous-mêmes, administration. Parce que si je prends le lot 1, il y a quelques travaux résiduels de déplacement du réseau électrique qu'il faut faire, sans lesquels l'entreprise ne peut pas avancer. Et il y a également une partie du tribunal de Kandi qu'il faut dégager de l'entreprise des travaux pour permettre à l'entreprise de travailler. Donc on va régler d'abord ce qui bloque et après nous allons régler les comptes. Audience hier au cabinet de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata Zimé a reçu la visite de 2 délégations. Une délégation de la République populaire de Chine spécialisée en énergie électrique et une autre constituée des 6 nouveaux ambassadeurs béninois récemment nommés, Edmond Humbo et Karamat Aguatao. Le Bénin sur la voie de l'autonomie énergétique tant souhaitée, la vice-présidente Mariam Tchabi Talata Zimé a reçu la visite d'une délégation chinoise spécialisée en production, en transport et en distribution de l'énergie électrique. La société TBEA, l'une des plus grandes du monde dans le domaine. L'audience avec la vice-présidente de la République s'est portée sur 3 points. D'ailleurs, son retour, sa visite en Chine, qu'ils ont eu à parler du projet Nord-Est. Et c'est sur le projet Nord-Est qu'ils ont eu à discuter et ils ont parlé de la création d'une usine de transformateurs au Bénin qui va s'implémenter à Glojibé avec le transfert des compétences, des ressources humaines
et la création d'opportunités d'emploi. Son entretien avec Madame la vice-présidente a été satisfaisant, qui remercie tout d'abord tout le gouvernement entier pour la confiance placée au sein du groupe TBEA. À la suite du patron de la société TBEA, les 6 nouveaux ambassadeurs du Bénin au Maroc, aux États-Unis, au Koweït, au Qatar, en Inde et en Chine se sont également entretenus avec la vice-présidente de la République. Et nous venons de sortir de l'audience où nous avons reçu des conseils et des orientations de Madame la vice-présidente de la République. Et nous avons pris bonne note des sages conseils, des conseils avisés de la Madame la vice-présidente de la République. Et nous avons pris l'engagement de faire en sorte que nous puissions mettre en valeur notre République, faire en sorte que le Bénin soit toujours un pays respecté, un pays fier. Avec méthode et détermination, le Bénin se construit et se positionne sur l'échiquier des grandes nations. On en vient à présent à cet atelier de formation de l'initiative de renforcement des capacités pour la transparence. Il porte sur le concept MRV, un mécanisme de suivi de tout ce qui est rapportage au Bénin dans le suivi de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À l'OCOSA, les experts béninois du secteur agriculture, foresterie et autres échanges sur la thématique. Le point, ce sera avec Samirat Tchabimane et Évariste Zouma. Après une évaluation diagnostique sur l'initiative de renforcement des capacités pour la transparence CBIT, l'équipe nationale de mesures, rapportage et vérification MRV, mécanisme de suivi de tout ce qui est rapportage au Bénin dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, procède à la formation de ces experts nationaux du secteur AFAT, agriculture, foresterie et autres affectations regroupées autour du projet 4e communication nationale. Nous sommes dans une dynamique de renforcer les capacités du pays afin que nous puissions répondre aux exigences de la Convention, notamment du cadre de transparence renforcée de l'accord de Paris, notamment le rapport biennal sur la transparence qui est en train d'être rédigé actuellement, le premier rapport du Bénin. Il faut donc former les acteurs nationaux de la gestion des changements climatiques. C'est un projet qui vient en appui aux structures techniques, parties prenantes à l'élaboration des rapports, notamment dans 3 secteurs, le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture et le secteur de la foresterie, pour répondre aux obligations qu'exigent les rapports à présenter, notamment le rapport biennal sur la transparence et au titre de l'accord de Paris. La formation, qui se déroule en vidéoconférence, est menée par le ministère du Cadre de vie et des Transports. Elle prend en compte le genre pour son important rôle dans la lutte contre les changements climatiques. Dans ce domaine, il y a plein d'inégalités en matière d'accès aux ressources. Il est très indispensable de penser aux inégalités que ces changements climatiques peuvent apporter au niveau de ces différentes couches. Cet atelier représente l'une des étapes importantes dans la sensibilisation et la mobilisation des acteurs clés pour renforcer la transparence dans un contexte de lutte contre les changements climatiques. Des doses de vaccins contre la fièvre jaune et la fièvre typhoïde pour les pensionnaires des prisons civiles et maisons d'arrêt du Bénin. La première phase de la campagne initiée à cet effet a été lancée lundi à la prison civile d'Akro-Misérité. Viti Saroré et Michel Egbe nous en disent davantage dans ce reportage. Le top de cette campagne de vaccination des prisonniers est donné par cet acte du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin qui se fait vacciner avant le tour des pensionnaires de la prison civile d'Akro-Misérité. La première phase de la vaccination des pensionnaires des prisons civiles démarre ainsi sur l'étendue du territoire national. Pour le compte de cette activité, nous aurons à faire la vaccination contre la fièvre jaune et la fièvre typhoïde pour ce qui est de la prison civile d'Akro-Misérité. Mais il faut remarquer que dans d'autres prisons,
c'est 3 gammes de vaccins, surtout au nord où il faut ajouter la vaccination contre la méningite. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans la dynamique de modernisation du système pénitentiaire à travers l'alimentation et surtout l'offre des soins de santé en qualité. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis une infraction à la loi pénale et se retrouve en prison qu'il cesse d'être un être humain. Même étant en prison, privé de sa liberté d'aller et de venir, le détenu bénéficie de tous les autres droits, y compris le droit à la santé qui fait partie des droits fondamentaux des détenus. Et dans ce cadre, que depuis un certain temps, des efforts sont faits pour améliorer l'offre de santé en milieu carcéral. La deuxième phase de cette campagne de vaccination en milieu carcéral prendra en compte le tétanos et l'hépatite B. Du sport, dans ce secteur, on s'intéresse au Maracana béninois. Cette discipline sportive fait un grand pas dans sa professionnalisation. La toute première vague d'arbitres de ligue a reçu les attestations de fin de formation. Ils pourront désormais officier les rencontres de Maracana au plan départemental comme littoral. Bruno Soile. C'est une première dans l'histoire du Maracana béninois. Cette cérémonie est si sobre, mais elle est définitivement entrée dans l'histoire. Ils sont 24 à constituer la première vague d'arbitres officiels, privilégiés à avoir participé avec succès à la session de formation-évaluation sur l'arbitrage et le commissariat au match. Ça n'a jamais été fait. Secondo, on a eu assez d'aspirants par rapport à cette formation, où on peut déjà dire que si éventuellement nous avons des sorties où le championnat est organisé, on peut s'attendre à un bon résultat. Nous sommes en train de former les officiels, n'est-ce pas, en collaboration avec la DTN, pour faire connaître cette discipline, comme nous l'avons dit à l'entame, n'est-ce pas, de notre prise de fonction sur toute l'étendue, n'est-ce pas, du territoire béninois. La révolution du Maracana béninois est en marche. Sur le terrain, le Bénin impressionne avec un nouveau statut de vice-champion du monde. Techniquement, le bureau exécutif de la Fédération béninoise de Maracana travaille à renforcer les capacités de ses arbitres pour des rencontres de Maracana plus relevées à tout point de vue. Sur 45 au départ, 30 ont suivi avec abnégation et assiduité la formation et 24 ont validé avec succès l'évaluation. Nous n'allons pas dire qu'aujourd'hui que nous ne maîtrisons plus les lois du Maracana. Et je pense que ceux qui nous ont mis à l'épreuve, ils savent qu'effectivement, nous sommes maintenant formés, on a été évalués, les notes sont là, les meilleurs sont là. Nassir Osaka, président de la Fédération béninoise de Maracana, multiplie les actions pour hisser le Maracana béninois à une autre dimension. Cette remise de parchemin aux arbitres 6 fédéraux et 18 arbitres de ligue en est un autre pas posé en attendant d'autres actes forts de son programme d'action. Puis les Amazones U17 pour leur part sont en passe d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football béninois avec une possible qualification à la Coupe du Monde de leur catégorie. Et fait rare, c'est une jeune dame, Ida Azonsou, qui est à la tête de l'encadrement technique de l'équipe. Dans l'élément qui va suivre, nous vous invitons à aller à sa découverte. Ce sera avec William Bassabi. C'est une dame très ouverte. C'est une dame fair play qui aime communiquer. Voilà comment est décrite Ida Azonsou, coach des Amazones U17, par ses pairs du staff technique. Ida avait été joueuse, vous savez, et pas une des moindres, une joueuse internationale. J'ai eu la chance de travailler avec elle. Elle est plus que mon coach titulaire parce que tout se passe bien. À un moment donné, ça communique bien et avec le préparat physique, TMO, kiné, tout ce qui entoure l'équipe des U17, tout se passe bien. Passionnée de foot dès sa tendre enfance, la jeune patronne de l'encadrement des Amazones U17 est à sa place. Ancienne sociétaire de Flèche Noire, puis de Tigresse de Cotonou, deux clubs pionniers du foot féminin au Bénin, Ida Azonsou est passée comme joueuse par la Jeunesse Athlétique Club d'Angrès en Côte d'Ivoire, par l'AC Colombe de Brazzaville au Congo, club avec lequel elle a été sacrée championne du Congo en 2021 et enfin par le Maroc où elle a raccroché les crampons.
j'ai vu des coachs qui m'inspiraient et une fois arrêté récemment, en 2023, j'ai déjà commencé à prendre une équipe en Côte d'Ivoire de D2 et Glory Football Club que j'ai fait monter en première division la saison passée. Et la fédération qui a lancé un appel à candidature, je dirais, j'ai postulé et puis voilà, aujourd'hui je suis à la tête de la sélection U17. Posé et très à l'écoute, ses visées sont claires. Un grand entraîneur, un grand coach et permettre à plusieurs joueurs, joueuses de réussir leur carrière, leur vie en tant que sportif, d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Si j'arrive à permettre à un joueur, une joueuse de réussir dans sa vie, c'est ma plus grande satisfaction. L'encadrement des U17 féminins, vraiment, c'est une bénédiction de Dieu parce que je me disais, on ne se connaissait pas trop, mais depuis qu'on est ensemble, ça se passe bien et sur le terrain, le message passe bien. C'est une dame très ouverte. Elle vous dit ce qu'elle veut, ses objectifs. Et ensemble avec elle, vous discutez, vous retenez ce qui est bon pour l'équipe et le travail s'enchaîne. Nommée à la tête de l'encadrement technique des Amazones U17 en août 2024, la native de Grand Popo franchit les obstacles à grandes enjambées et nourrit le rêve suprême d'aller à la Coupe du Monde. Mon projet le plus court, c'est la qualification pour la Coupe du Monde Maroc 2025. Et nous avons une double confrontation contre la Zambie. Et la Zambie qui n'est pas une petite équipe, une habituée de la compétition. Mais comme toute équipe, elles aussi, elles ont eu leur première fois à une Coupe du Monde. Nous aussi, nous rêvons et nous allons tout donner pour y arriver. Retrouver le Maroc qui l'a vu mettre fin à sa carrière de footballeuse pour une Coupe du Monde en tant que sélectionneuse en chef des Amazones U17 est le stimulant challenge pour lequel Ida Azonsou est prête à repousser ses limites. Voilà, ce sera tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Herman, la militaire improvisée du jour, s'en va. Merci, mon général. Vous passez une excellente journée du mercredi et à très bientôt. Allez, bonjour le Bénin s'enchaîne avec Marcel Akhossi pour la revue des titres, les journaux parus et parvenus à notre rédaction, de même que les sites d'information crédibles. C'est tout de suite. Marcel Akhossi, bonjour. Armand, bonjour, bonjour à tous. Avec vous, pas de charge, donc on va rapidement feuilleter les journaux parus et parvenus à notre rédaction ce mercredi 16 avril 2025. Voici donc les grands titres des journaux quotidiens parus et parvenus à notre rédaction. Nous démarrons par l'emblème du jour, encadrement de la chefferie traditionnelle. Patrice Talon promulgue la loi présidentielle 2026, la mouvance en quête de son champion. Élection générale de 2026, l'UP Le Renouveau reçoit le chronogramme des activités à la Sénat. Le Soleil Bénin Info, élection générale de 2026, près de 8 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale. Tout se met en place pour une bonne préparation du scrutin selon le journal Info Matin. Remise officielle de certificats d'aptitude de facilitation d'accès au crédit. Dassazoumen a accueilli l'événement samedi dernier. Campagne de sensibilisation et de formation sur la plateforme SIGFR. Plus de 50 conducteurs enrôlés désormais dans la zone Zou-Colline. Une avancée positive. La deuxième semaine. Gaskiani Info, sommet de la jeunesse béninoise 2025, un avenir radieux se construit. 2 ans de bonheur, un piège, puis une renaissance. C'est un autre dossier que nous présente aujourd'hui Gaskiani Info. La nouvelle tribune, nouvelle intervention sur l'exclusion aux élections au Bénin. Adrien Mbedi prône une démocratie inclusive. Élection générale de 2026 au Bénin. Les dates à garder sont à lire dans ces colonnes. Fraternité, action de développement dans les collines. Le leadership de Moukaïla Amadou célébré. Législative 2026 et le quota des 20% par circonscription électorale. Les calculatrices avant l'heure, ce que disent les chiffres de 2023, UPR 21 circonscriptions sur 24 circonscriptions, autant pour moi, Bloc républicain 19 sur 24, LD 14 sur 24, moins 10 donc pour LD en 2023, moins 5 pour BR en 2023 et moins 3 pour l'UPR en 2023. Qui, pour tout rafler en 2026,
Fraternité a fait l'analyse. Chronogramme électoral, les 2 grandes dates à retenir sont à lire également avec le quotidien aujourd'hui. Bénin intelligent, chefferie traditionnelle. La République fait la paix avec ses rois. Talon promulgue la loi. Les pétitionnaires sont-ils convaincus? C'est avec un point d'interrogation. L'économiste du Bénin, essor du secteur privé communautaire, la CCR UEMOA planche sur un nouveau mécanisme de financement des TPE et petites et moyennes entreprises, une croissance résiliente à consolider quant à l'économie nationale. Le matinal, réforme structurelle de la décentralisation au Bénin, les balises du développement des communes posées, lire l'entretien exclusif du coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes dans les lignes de le matinal. La Nation, élection générale de 2026, le chronogramme du scrutin connu avec détail dans le quotidien de service public. L'événement précis, distinction à la 8e édition des Oscars pour le développement des collines, les œuvres et mérites du bâtisseur Moukaïla Amadou, salués. La presse du jour, élection générale de 2026, les défis communs pour les Béninois. Cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, Talon a promulgué la loi adoptée par les députés. Palmarès, élection générale de 2026, la Sénat dévoile les chronogrammes, une étape clé vers un processus électoral apaisé. Réserve administrative à Abomey-Calavi, le silence coupable de la mairie depuis 2020, un autre nid de mafia foncière en gestation. C'est un point d'interrogation qui pourrait trouver réponse dans la suite de l'article. Le confrère de la matinée, développement durable, quel modèle agricole pour un pays comme le Bénin? Un appel à la réforme, à l'écoute, à l'audace. Une initiative inédite et ambitieuse, la FIFA et le CIO, l'ACNOA s'unissent pour offrir 50 terrains de football au centre Olympafrica. L'autre vision, lutte contre la corruption, diplomatie proactive, gouvernance, le Bénin trace sa voie vers l'intégrité sous l'impulsion du haut-commissaire Jacques Achefon-Migan. Le 23 avril 2025, le Bénin active un nouvel élan avec l'OIF. Le potentiel bagarre entre des adolescentes en apprentissage à lycée Gazon. À l'ADA, une fille apprentie se plaint de violences physiques au commissariat de lycée Gazon. Accusé, le commissaire et l'épouse de la patronne d'atelier se défendent. Le respect des droits des enfants remis sur tapis. Hôpital de zone d'Abomey-Calavi, volé un bébé en jouant au faux malade. Une dame a été arrêtée. Voilà pour les titres. La revue de presse dans un instant. Merci Marcel Larossi, on vous retrouve en fin d'émission pour la revue de presse, un exercice que vous faites si brillamment. À tout à l'heure Marcel. Merci, à tout à l'heure. Très bien. Allez, bonjour le Bénin, tout de suite on reçoit pour vous Godline Agbidi-Nokon, elle est présidente du sommet de la jeunesse béninoise. Bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. C'est connu, la jeunesse est le fer de lance de la société. Une force. Au Bénin, cette force s'est manifestée avec éclat lors du tout récent sommet de la jeunesse béninoise. Objectif, rien de moins que de façonner un avenir meilleur en portant des propositions concrètes. Au-delà des différences régionales, une volonté commune a émergé, celle de construire une jeunesse unie. Comment ce sommet a-t-il transformé les espoirs en action? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et pour en parler, je reçois l'initiatrice du sommet de la jeunesse béninoise, Godline Agbidi-Nokon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir dans Bonjour le Bénin. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes, comme je le disais, initiatrice du sommet de la jeunesse béninoise. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut entendre par sommet de la jeunesse béninoise? C'est quoi? De quoi s'agit-il concrètement? Alors, le sommet de la jeunesse béninoise est une initiative à l'actif des organisations de la société civile qui se veut fédératrice, n'est-ce pas, des forces vives de la jeunesse pour porter ensemble et comme un seul homme la voix de cette jeune génération que nous constituons à l'endroit de nos gouvernants. Comment a émergé cette idée?
Alors, je suis celle qui a porté l'idée, mais je ne voudrais pas que le sommet de la jeunesse béninoise se résume à moi. Parce qu'aujourd'hui, ici, le sommet de la jeunesse béninoise s'est concrétisé. C'est parce que des jeunes gens comme moi y ont cru. À la suite du dialogue mondial de la jeunesse en avril 2024, ce dialogue mondial auquel je n'ai pas pu prendre part parce que j'étais à Paris. Mais de mon retour de Paris, j'ai pris le soin de prendre connaissance des documents de position. Et ensuite, j'ai eu la chance de participer aux Assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO en novembre 2024. Et j'ai compris que les choses étaient dans une certaine synergie et qu'il fallait absolument faire quelque chose. C'est ainsi que j'ai commencé par discuter avec plusieurs autres présidents d'organisations de la société civile pour qu'ensemble, on puisse penser notre avenir commun par nous-mêmes. Alors, ceux qui s'interrogent aujourd'hui et se demandent, mais c'est qui aujourd'hui cette dame qui est dans notre télé et qui vient nous parler du sommet de la jeunesse? Mais qui est-elle? D'où vient-elle? Qu'a-t-elle fait pour se prévaloir de cette initiative? Alors, Godelaine Agbidinoukou, c'est une jeune femme, une jeune béninoise. Et à ce titre, ce juste titre de béninoise, elle a toute la légitimité, n'est-ce pas, de porter une initiative au nom de sa génération et avec sa génération. Alors, quels sont vos faits d'armes dans l'engagement citoyen? Alors, j'ai présidé par le passé, en 2018, la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Et c'est d'ailleurs ce qui va me révéler au grand public, puisque je devenais à 21 ans, en 2018, la première présidente de l'histoire du Bénin, de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Et puis après, j'ai continué mon militantisme dans le milieu associatif à travers des organisations de la société civile, où aujourd'hui je suis la directrice exécutive de l'ONG Jeunesse, Paix et Environnement pour un développement durable. Très bien. Alors, comment les jeunes qui ont participé à ce sommet ont-ils été sélectionnés? Alors, il faut dire qu'on a fait un appel à bénévoles sur nos plateformes digitales. Et à cet effet, nous avons recueilli plus de 400 candidatures. 189 au total ont été retenues et réparties dans les sous-commissions de travaux thématiques. Par suite, nous sommes entrés en pourparlers avec toutes les organisations de jeunesse et de jeunes en vigueur ici en République du Bénin. Et au total, 180 organisations ont donné leur accord pour ensemble porter le sommet de la jeunesse béninoise. Pour les autres jeunes qui ont été présents les 14 et 15 avril, les 14 et 15, c'est bien ça, avril, au Palais des Congrès, nous sommes allés vers les maires, la NCB, que d'ailleurs je salue, pour leur présenter notre initiative. Nous leur avons dit, tout ce que nous attendons de vous, c'est que vous puissiez nous envoyer un jeune par commune, parce que nous sommes en train de financer ce sommet par nous-mêmes, et on aurait voulu que, dans un souci d'inclusion, on aurait voulu que les jeunes viennent de partout du Bénin pour prendre part à ce premier sommet de la jeunesse béninoise. Donc voilà un peu comment, si on peut dire, les sélections ont été faites. Et quelles ont été ou quelles sont les propositions concrètes qui ont émergé de ce sommet pour qu'on ne dise pas que c'est une initiative de plus? Alors, déjà, on ne saurait dire que c'est une initiative de plus. Nous sommes donnés un sérieux, je peux le dire sans prétention aucune, sans précédent. Nous avons travaillé avec beaucoup de rigueur et c'est d'ailleurs ce qui a emmené la CEDEAO à se positionner. C'est ce qui d'ailleurs a emmené la Fondation Tierno Oloritogwe à se positionner, la NTB, nos ministères de la Culture et des Sports à se positionner et à nous accompagner, AGETUR et Portéo. Donc ça reflète tout le sérieux que nous avons mis dans le travail que nous avons fait. Les grandes recommandations qui sont sorties de ce sommet et qui, dans tous les prochains jours, seront rendues publiques. Mais avant, nous sommes en train de préparer des activités de consolidation du plaidoyer avant de le rendre public et de le transmettre à nos différentes autorités. Mais ce qu'on peut retenir déjà, c'est que 15 thématiques ont été abordées: l'entrepreneuriat, l'employabilité, la justice, la cohésion, la gouvernance moderne, l'éducation, la formation professionnelle, l'inclusion et, enfin, 15 thématiques directement liées à la jeunesse, la paix et la sécurité, parce que je pense que ça nous concerne, et l'environnement aussi. Et quel est le narratif que vous avez pensé pour cette initiative? Alors, parlant de narratif, on dira tout simplement que on rêve d'un Bénin nouveau. Et on l'a dit, la thématique, je ne vais pas parler de thématique, mais le saut
sous lequel nous avons placé cette première édition du Sommet de la jeunesse béninoise, c'est le Bénin que nous voulons. Et le Bénin que nous voulons, c'est un Bénin avec sa jeunesse au cœur de ses politiques publiques et de développement. Est-ce que justement les autorités présentes ont pris des engagements à l'occasion de ce sommet-là? Les autorités présentes n'ont pas pris d'engagement à leur participation à ce sommet. Je pense que l'engagement a été pris bien en amont. Bien en amont parce que pour déjà nous accompagner, pour déjà être présent à nos côtés, l'engagement a été un préalable. Qu'est-ce que vous avez appris surtout de ce sommet? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses et surtout la résilience. Pour la simple raison qu'à la genèse de cette initiative, on a très vite fait de me décourager. On a très vite fait de nous décourager. Je me souviens comme si c'était hier, puisque nous avons commencé, le comité d'organisation a été installé en 2024, donc depuis l'année dernière, a commencé par travailler. Et je me rappelle que nous étions allés vers un senior qui nous a dit, mais vous allez sur un terrain glissant. Et à moi de lui dire, qui mieux que la jeunesse pour parler de la jeunesse? Donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que si l'on se met ensemble, on peut faire bouger des montagnes. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a mis le pays sur un seul pied. Alors, est-ce que vous avez vu autour de vous des jeunes tout autant motivés, déterminés? Absolument. Hier, 15 avril, au Palais des Congrès, quelque chose de spécial s'est passé. Je parcours plusieurs conférences, ici au Bénin et ailleurs, et c'était pour la première fois. Nous avons pris un peu de retard au début de la journée du mardi, et ça a fait que les heures de panel ont commencé par se chevaucher. Et j'ai vu des participants très motivés. Et dites-vous que la pause café qui était prévue pour 10h30 n'a été faite qu'à 15h30. Et pourtant, ils étaient là. Ils étaient là. Ils n'ont pas bougé. Ils étaient là, très concentrés, très motivés. Moi, je mettais la pression aux panélistes, aux modérateurs de faire vite. Mais je voyais à chaque fois où on ouvrait les questions, je voyais un public investi, un public impliqué. Et je me suis dit, quelque chose est en train de se faire. Et comme je l'ai bien dit hier, je disais, c'est une étincelle. Ce sommet, c'est un véritable appel à l'action. Justement, est-ce que vous avez eu l'impression que les jeunes avaient faim d'espace où s'exprimer? Absolument. Absolument. Et c'est comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'organe consultatif de la jeunesse qui n'existe plus, et ça fait partie d'ailleurs de nos recommandations, ça fait partie du plaidoyer, les grandes lignes du plaidoyer que nous avons eu à lire hier. Il n'y a plus d'espace, n'est-ce pas, de discussion multi-acteurs, et comme on l'a su bien dire, nous nous inscrivons dans une démarche de co-construction intergénérationnelle, et on a vu des jeunes qui avaient vraiment soif, vraiment faim de parler d'eux-mêmes pour eux-mêmes. Alors, est-ce que vous avez mis en place, on va dire, un mécanisme de suivi pour que les recommandations puissent être traduites en des actions concrètes? Absolument. Nous avons pris attache avec le ministère en charge du développement et de l'action et de la coordination, de l'action gouvernementale, puisque c'est ce ministère-là qui est en train de rédiger la vision 2060 de notre pays, qui bientôt sera votée par l'Assemblée nationale. Et ça fait partie d'ailleurs des raisons qui nous ont poussés à tenir au plus vite ce sommet de la jeunesse béninoise pour que nos recommandations soient prises en compte dès maintenant dans cette vision 2060. Donc les mécanismes qui ont été mis en place, il y a les discussions avec le ministère, et ils ont très bien accueilli ces discussions. Depuis bien avant, c'est-à-dire la tenue de ce sommet, ont demandé la mise à disposition du plaidoyer déjà en amont. Ensuite, il y a le fait que nous sommes entrés en pourparlers avec les partis politiques, puisque c'est aussi un cadre, un espace de décision, parce que c'est là que se rédigent les projets de société pour ensuite se transformer en programme d'action gouvernementale. Et donc, nous sommes en train pour parler avec ces partis politiques, et ils nous ont envoyé des quotas de jeunes qui ont assisté aux travaux, et ce sera ces caucus jeunesse de ces différents partis politiques qui vont nous aider à suivre
l'effectivité de ce plaidoyer à l'intérieur même des partis politiques. Voilà. Donc il y a un lobbying qui est mis en place Absolument. pour agir au plus haut. Absolument. Et vous connaissez les problèmes de la jeunesse. Les problèmes de la jeunesse béninoise ne sont pas si différents des jeunes d'autres pays africains. Ah oui. C'est le chômage, c'est le sous-emploi, c'est, on va dire, la cyber... comment appelle-t-on l'ANAC en ligne, la cybercriminalité. Ce sont autant de défis qui sont partagés. La délinquance juvénile aussi, ce sont autant de défis partagés par presque beaucoup de pays en Afrique au sud du Sahara. Quelles sont les propositions concrètes que vous avez faites dans ce sens? Alors, quand on parle de chômage, quand on parle de sous-emploi, de cybercriminalité, déjà, je pense que à mon humble avis, je pense qu'il faut redonner espoir aux jeunes Béninois. Et ce que nous avons fait hier participe à redonner espoir à nos jeunes Béninois, à déjà être fiers d'être Béninois, à déjà être fiers de ce qui s'accomplit dans notre pays. Et parmi les propositions qui ont été faites pour l'entrepreneuriat, l'employabilité, je ne pourrais de façon, nommément dire quelles ont été les propositions de façon structurelle, parce qu'il faut dire que tous ces travaux qui ont été réalisés sont à l'actif de jeunes gens qui ont siégé dans les différentes sous-commissions. Et qu'est-ce que nous on a fait? On n'a fait que coordonner. À tous ces jeunes qui ont participé à ces réflexions, qui étaient à vos côtés, qui ont bossé dur pour que le sommet soit une réalité, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Profonde gratitude, parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied. On a eu des graphistes qui ont été bénévoles depuis le début jusqu'à la fin. On a eu des vidéastes, des photographes, des journalistes qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner. On a eu des seniors également qui ont été là, présents. Et c'est le moment pour moi de faire une mention spéciale au ministre conseiller Jonas Aïbatin-Rantan qui n'a ménagé aucun effort pour que se concrétise cette initiative en laquelle il a cru. Donc c'est le moment pour moi, le moment pour nous, au nom du comité d'organisation et de supervision de ce sommet, de dire merci. Merci à tous ces jeunes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que se concrétise enfin ce sommet, à tous les seniors également qui n'ont pas tardé à attraper, je vais dire, la main qu'on leur tendait. Très bien. Merci beaucoup, Godline Abidi, d'être passé sur Bonjour le Bénin, partager avec nous les recommandations issues de ce sommet de la jeunesse béninoise. Ouais. Le premier du nom, c'est bien cela? Oui, le premier. Le premier du nom, très bien. On espère qu'il y en aura d'autres derrière. Absolument, on y travaille parce que le comité d'organisation, juste après les travaux de renforcement du plaidoyer, on pensera au futur de ce sommet. Très bien. Parce qu'il faut qu'il y en ait d'autres. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci et pareillement. Et à très bientôt. Merci. Allez, bonjour le Bénin. Nous allons parler à présent culture et du prix Cultura Afrique francophone. De quoi s'agit-il? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Cotonou, capitale de la presse culturelle francophone. Vous allez découvrir de quoi il s'agit quand on parle de prix Cultura. Ce sera avec le commissaire général donc, de ce prix du prix Cultura Afrique francophone, Tanguy Blais. Il nous vient tout droit des bords de la lagune Ébrié. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. J'espère que vous avez mis dans votre valise... Allez, une petite boule d'attiqué que je vais recevoir juste après le plateau. Avec du poisson-thon, bien sûr. Avec du poisson-thon. Et on fera notre garba, tout simplement. Exactement. Allez, on n'est pas là pour parler nourriture, on est là pour parler culture, quoique la nourriture fait partie de la culture aussi. Mais on parle du prix Cultura. De quoi s'agit-il? Tout simplement, le prix Cultura, merci déjà de m'inviter sur votre plateau. Le prix Cultura, c'est la cérémonie de récompense dédiée aux journalistes et critiques culturels. Alors, qu'est-ce qui fait son prestige, ce prix-là? Mais déjà, il faut savoir que tout est réuni aujourd'hui pour raconter notre Afrique. Tout est réuni pour réinventer. Tout est réuni aujourd'hui pour réécrire, pour réaffirmer notre histoire, pour parler de nous-mêmes. Et si notre histoire n'est pas racontée par nous-mêmes, elle perd sa saveur. Et ces journalistes culturels-là sont ceux aujourd'hui qui créent le pont entre les institutions, le public et les acteurs culturels. Donc c'est important pour nous de les célébrer,
de les honorer, de les professionnaliser et en même temps de les former davantage. Vous êtes sans oublier que les ICC, les industries culturelles et créatives, constituent aujourd'hui un des piliers très forts pour l'économie africaine. Donc, et ce sont des acteurs très forts au niveau des ICC. Et pour une fois, justement, ce prix pose ses valises à Cotonou pour la première fois. Oui, après 3 éditions à Abidjan, nous avons décidé de nous étendre dans toute la sous-région. Et donc pour cette édition, en août 2025, le prix réunira 8 pays de la CEDEAO et l'édition se déroulera ici à Ouidah. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour participer à ce prix? Il y a plusieurs phases. Il y a d'abord un appel à candidature. Après l'appel à candidature, il y a soumission de dossier, enfin de production. Voilà. Donc le critère le plus important, c'est d'être journaliste professionnel, avoir, c'est selon le pays, avoir sa carte de journaliste professionnel ou avoir sa carte de profession directe, et puis on peut soumissionner. D'accord. Est-ce qu'il y a une thématique particulière ou on soumet n'importe quelle candidature, n'importe quel sujet? Cette année, le thème culture, héritage et patrimoine. D'accord. Voilà. Donc toutes les productions doivent tourner autour de ce thème. Et en quoi c'est important pour un journaliste de participer à cela? C'est important pour un journaliste de participer à cela parce qu'il se challenge lui-même et il se frottera à d'autres journalistes de la sous-région. Donc il y a une synergie qui se crée et il bénéficiera de plusieurs formations. Voilà. Il y a un réseau qui est mis en place, donc c'est important pour lui d'être là. Justement, j'allais vous demander qu'est-ce qu'on gagne à postuler à ce prix au-delà donc de la récompense. Est-ce qu'il y a justement des formations qui sont prévues dans le cadre donc de l'organisation de ce prix à Cotonou? Est-ce qu'il y a une série d'activités qui sont prévues? Oui, il y a des formations, il y a des masterclass, l'événement se déroulera à Ouidah et donc tous les journalistes qui viendront des 8 pays auront un moment de visite touristique, mais au-delà, produiront du contenu en rapport avec Ouidah. Tout est réuni pour mettre en avant la destination Ouidah et la destination de Bénin. Pourquoi Ouidah? Ouidah parce que Ouidah, la culture africaine bat à Ouidah. Le cœur de la culture africaine bat à Ouidah. Depuis janvier avec le vaudou et autres, vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, à Ouidah, tous les regards sont tournés vers Ouidah. Est-ce qu'on a des dates de soumission de candidature? Nous avons terminé au niveau de l'appel à candidature et là, nous sommes au niveau de la phase de dépôt de production. D'accord. Et cette phase se termine le 31 mai. Et après, le jury prendra le relais. D'accord. Et l'événement en lui-même aura lieu quand? Probablement le 23 août. Probablement. Yeah. On n'est pas encore très certain. Yeah, probablement le 23 août. Nous sommes en train de réunir tous les éléments pour que cela se fasse effectivement le 23 août. D'accord. Très bien. Alors, qu'avez-vous à dire à tous les journalistes en général, culturels en particulier, ceux pour qui les productions liées à la culture sont une véritable passion, sont une véritable quête d'originalité au quotidien? Non, mais déjà, il faudrait savoir que nous avons des journalistes politiques. Nous avons des journalistes économiques, nous avons des journalistes, on va dire, de société. Et le journaliste de culture est aussi un élément très fort dans tout ce système-là. Et il faudrait savoir, et vous devrez savoir que ce que vous produisez aujourd'hui reste des archives de demain. Et donc, il faudrait y mettre du sérieux et avec beaucoup de professionnalisme. Qu'est-ce qui fait l'originalité d'un journaliste de culture par rapport aux autres? Ce qui fait l'originalité d'un journaliste de culture par rapport aux autres, mais il raconte l'ADN de son Afrique, de son pays. Voilà. La culture, c'est notre ADN et le journaliste de culture, c'est sa spécialité, de raconter ce que nous sommes. Il raconte notre histoire. Notre histoire ne doit pas être racontée par quelqu'un d'autre. Vous êtes en séjour au Bénin pour quelques jours. De quoi sera fait votre séjour? Malheureusement, mon séjour tire à sa fin. Mais je reviendrai ici le mois prochain et puis jusqu'en août, le temps de préparer l'événement. Vous aimez Cotonou? J'adore Cotonou. Vous prenez du plaisir? Beaucoup de plaisir. Très bien. On a pris du plaisir également à échanger avec vous pour en savoir un peu plus sur ce prix Cultura qui sera pour la première fois hors d'Abidjan, qui sera donc décerné à Cotonou, à Ouidah, probablement le 23 août prochain. Ça reste donc à
à confirmer. Merci beaucoup à vous, Tanguy Blais. Vous êtes le commissaire général du prix Cultura Afrique francophone. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, bonjour le Bénin. Nous nous intéressons à présent à la protection des données. Vous le savez, les possibilités d'Internet ne cessent de se développer, ce qui met en danger la sauvegarde des données personnelles. Comment faire pour que notre identité, notre situation familiale, nos centres d'intérêt ne soient glanés quand nous surfons sur la toile? Comment les libertés peuvent-elles être garanties alors que le modèle des géants de la tech aujourd'hui repose sur de la publicité? Et puis, jusqu'où vont nos libertés dans l'espace numérique? C'est bien ce que nous allons voir avec Madame Marianique Ouendo. Elle est responsable du service conformité à l'APDP, l'Agence de protection des données à caractère personnel. On parle donc de protection des données à caractère personnel. C'est une thématique qui revient de plus en plus aujourd'hui, on va dire, dans les conversations, dans les communications aussi. Le mouvement est porté par plusieurs personnes pour que notre hygiène numérique soit véritablement assurée. Bonjour, Madame Marianique Ouendo. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir de vous recevoir dans Bonjour le Bénin. Plaisir partagé. Pour parler donc de données à caractère, de protection des données à caractère personnel. Tout à fait. Allez, on va vous demander une question qui peut être jugée triviale ou à la limite conne, mais il n'y a pas de question conne. Qu'est-ce qu'on appelle une donnée à caractère personnel? Merci, monsieur le journaliste. Si vous permettez, je voudrais rectifier. On dit autorité de protection des données à caractère personnel et non agence. D'accord, l'autorité, c'est bien cela, l'autorité. Et non agence, voilà. C'est bien l'autorité. Merci, monsieur le journaliste. Donc, une donnée à caractère personnel, c'est tout simplement une information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Je précise bien, une personne physique. Nom, prénom, date, lieu de naissance ou encore numéro de téléphone, numéro de la plaque d'immatriculation, ces informations-là qui permettent d'identifier de façon directe ou indirecte une personne sont considérées par le législateur du Code du numérique comme des données à caractère personnel. D'accord. Alors, quand on se met alors à parler de protection des données à caractère personnel, sur quoi est-ce qu'on met l'accent fondamentalement? Quand on parle de protection des données à caractère personnel, il s'agit de se focaliser principalement sur les risques que peuvent encourir les personnes physiques que nous sommes lorsque nos informations à caractère personnel se retrouvent dans les mains de personnes non habilitées ou de personnes malveillantes. Vous avez parlé tantôt de cyberattaques, de harcèlement, d'usurpation d'identité. Nous nous exposons à tous ces risques-là lorsque nous mettons nos informations à caractère personnel à disposition de personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes. Nous allons sur les réseaux sociaux. L'Internet est devenu incontournable aujourd'hui. En allant sur Internet, nous laissons nos empreintes numériques. Toutes ces informations-là, toutes ces actions-là que nous menons sont des actions qui permettent à des personnes que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas de nous identifier directement ou indirectement. Donc, quand nous parlons de protection des données à caractère personnel, il s'agit d'abord et avant tout de la protection de notre vie privée par nous-mêmes d'abord et ensuite par l'État. Est-ce que justement, en surfant sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'on est en train de laisser des traces, qu'on est en train de laisser une partie de nos vies, une tranche, on va dire, de notre identité? Ce n'est pas évident, surtout pour les personnes qui ne sont pas qui ne sont pas au courant de la qui ne sont pas au courant de la problématique de la protection des données à caractère personnel. Les empreintes numériques que nous laissons en surfant sur le net sont très importantes et ont une valeur marchande pour ces personnes-là qui se retrouvent derrière l'écran. Lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, nous discutons avec des personnes que nous ne connaissons pas, nous acceptons les invitations de personnes que nous ne connaissons pas, d'inconnus, nous nous exposons. Donc, il est très important pour l'autorité garante de la protection des données à caractère personnel qui est l'APDP de sensibiliser, de former, d'informer les citoyens sur les risques
comment les encadrer, les orienter sur la problématique de la protection des données à caractère personnel. Justement, sensibiliser, former, c'est ce que vous voulez faire avec les journalistes, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur le journaliste. Vous savez, au nombre des missions spécifiques de l'APDP, nous avons l'information, l'orientation, le conseil des citoyens béninois. Et depuis quelques années, des problématiques sont développées sur la protection des données à caractère personnel. Et des secteurs d'activité sont visés. On a déjà eu à nous entretenir avec les acteurs des banques finances, nous avons eu à nous entretenir avec les photographes, nous avons eu à nous entretenir avec les promoteurs d'agences de voyage. Et cette année, on a voulu lancer cette activité-là en nous focalisant sur les professionnels des médias qui nous accompagnent dans notre mission de vulgarisation de la loi sur la protection des données à caractère personnel et qui nous aident à faire connaître l'autorité que nous sommes, qui n'est pas vraiment connue, même si elle existe depuis plus d'une dizaine d'années. D'accord. Et en quoi va justement consister cette formation? Cette formation consistera principalement à donner les prérequis aux professionnels des médias sur la protection des données à caractère personnel, leur donner des conseils à travers 2 principales thématiques qui porteront sur l'essentiel à savoir et sur les obligations de toutes ces personnes-là qui traitent, autrement dit, qui utilisent les données à caractère personnel. Et les journalistes, bien évidemment, en font partie. Il s'agira également de passer en revue les différentes sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants. Alors, comment ces journalistes-là ont été sélectionnés pour participer à cette formation? Toute la presse a été invitée, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, la presse en ligne. Tout le monde a été pris en compte. Tout le monde de l'audiovisuel a été pris en compte. Il n'y a pas eu de sélection particulière. D'accord. Ça se passe où et quand? Ça se passera demain, 17 avril 2025, au Champ d'Oiseaux de Cotonou, de 9h à 13h. D'accord. Quels sont les modules qui sont prévus? 2 principales thématiques seront développées. La première portera sur les généralités sur la protection des données à caractère personnel, comme j'ai dit tantôt, l'essentiel à retenir. Et le second module portera sur les obligations des responsables du traitement, qui sont des personnes qui décident d'utiliser les données à caractère personnel, et les sanctions qui ont été prévues par le législateur contre les contrevenants. Très bien. Madame Wendo, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien, pour clore cet échange? Je voudrais vous dire tout simplement merci. Merci surtout au monde de la presse qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'APDP, pour l'aider à mener à bien la mission qui lui a été confiée par le législateur. Infiniment merci à vous. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci, monsieur. Et à très bientôt par ici sur Bonjour le Bénin. Allez, nous allons nous retrouver très très prochainement, mais avant ici, l'émission doit se poursuivre avec le débat matinal, le forum de discussion. Mes invités sont déjà là. Allez, bonjour, si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre, c'est Bonjour le Bénin et c'est bien sûr le forum de discussion qui s'installe. Il est passé haut les mains avec un score soviétique, 90% de suffrages pour Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle du Gabon. Du kaki au Costa cravate, celui qui a brisé la dynastie Bongo s'est taillé une véritable sympathie dans l'opinion gabonaise, une transition express de 19 mois, une campagne électorale aux allures de véritable show et un scrutin peut-être taillé sur mesure, mais sans grande polémique. Après les tumultes et le spectacle, place à la réalité. Brice Clotaire Oligui Nguema pourra-t-il redresser le Gabon? Nous faisons le débat. Et puis après Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo, Haile Mariam Desalegn ou encore Joao Lourenço, c'est désormais le président togolais Faure Gnassingbé qui se voit officiellement chargé par l'Union africaine de trouver une issue à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette zone stratégique et riche en ressources minières, une guerre oppose depuis plusieurs années maintenant l'armée congolaise aux rebelles du mouvement du 23 mars, le M23, soutenu par le Rwanda et qui ont conquis ces derniers mois les 2 grandes villes de Goma et Bukavu à la faveur d'une offensive éclair. La médiation de Lomé pourra-t-elle ou sera-t-elle enfin la bonne? Analyse
à suivre. Et puis, à 6 mois de l'élection présidentielle, la tension monte en Côte d'Ivoire. Le PPACI et le PDCI RDA claquent la porte de la commission électorale. Les deux principales formations d'opposition dénoncent un processus électoral jugé opaque et déséquilibré. Laurent Gbagbo, malgré son absence du fichier électoral, promet une victoire éclatante à l'élection. Comment? Ça reste à voir. De toute façon, sur les bords de la lagune ébriée, l'incertitude plane de plus en plus, des questions et très peu de réponses. Voilà de quoi nous parlons ce matin. Et pour ce tout premier sujet dont il est question, bien sûr, le Gabon, on va voir ce reportage de Marcel Arossi qui retrace la genèse de la prise de pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema au Gabon, de sa prise de pouvoir par les armes à son élection aujourd'hui en tant que président élu de la République. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. 30 août 2023, le Gabon bascule. Quelques heures après l'annonce de la réélection controversée d'Ali Bongo, des militaires interviennent annulant les résultats et mettant fin à 56 ans de règne de la famille Bongo. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, est désigné président de la transition. Il promet des institutions plus démocratiques et des élections libres. Le 4 septembre 2023, Oligui Nguema prête serment en tant que président de la transition. Il s'engage à restaurer les institutions et à organiser un référendum constitutionnel. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Avec les nouvelles institutions mises en place, nous pouvons rêver mieux et nous pouvons penser que nous serons une jeunesse sauvée par rapport aux autres. 16 novembre 2024, les Gabonais approuvent à 91% une nouvelle constitution instaurant la Deuxième République. Celle-ci prévoit un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois. 13 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président avec 90% des voix. Son principal opposant, Alain-Claude Billy-Binzé, obtient 3%. Le taux de participation atteint 70,40%, marquant un regain d'intérêt démocratique. Dieu n'abandonne pas son peuple. Si certains saluent une nouvelle ère, d'autres critiquent une transition favorisant le maintien au pouvoir d'Oligui Nguema. Les défis restent nombreux. Diversification économique, lutte contre la corruption et consolidation démocratique. Le Gabon entame un nouveau chapitre de son histoire. Reste à savoir si les promesses de renouveau se traduiront en réalité tangible pour les Gabonais. Et pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau des invités triés sur le volet. Morgane Asogba-Metondi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très positif. Un plaisir de vous recevoir. Partagé. Gédéon Vegba, journaliste chroniqueur international, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Et puis Afoula Vincent Agué, journaliste, chroniqueur international aussi. Il est journaliste au service web de la SRTB. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour le Bénin. Bonjour le Bénin, vous faites bien de nous le rappeler. Alors, je reste justement avec vous. Vous avez suivi cette actualité au Gabon de bout en bout, cette prise de pouvoir par la force, cette transition express, 19 mois, très vite passé, et puis cette élection présidentielle avec un score soviétique. Drôle d'histoire au Gabon finalement. Bon, je ne vais pas retenir votre conclusion, parce que, oui, drôle d'histoire. Quand on regarde un peu comment les choses se sont passées très rapidement. Mais ce serait un peu réducteur de résumer tout ça de cette manière. Même si effectivement, comme vous l'avez dit, on a suivi l'actualité de ce coup d'État qu'on peut ranger dans la catégorie des coups d'État 2.0, comme l'a écrit un célèbre professeur béninois. C'est-à-dire coup d'État soutenu avec les moyens de communication numériques,
à la limite spectaculaire. On se rappelle la prise de pouvoir dans les conditions qu'on connaît, et puis un calendrier au pas de charge qui aboutit aujourd'hui au blanchiment finalement du coup d'État dans les urnes avec le score soviétique. On a vu la campagne électorale aussi du président ou de l'ancien général qui a dansé, qui a offert... Est-ce qu'il a déjà démissionné? Il a obtenu une mise en disponibilité de l'armée pour pouvoir être candidat en tant que civil. Et lui-même, il le dit toujours qu'il n'est plus en treillis, qu'il est en costume cravate. Alors, ça, c'est peut-être la fin d'une histoire et le début d'une autre. La fin d'une histoire, le début d'une autre. C'est vrai que le coup d'État contre le régime de Bongo, ou le clan Bongo, c'est ce qu'on a l'habitude de lire aussi, a probablement permis d'anticiper sur une éventuelle crise au Gabon. Parce que on sait, au moins par l'histoire africaine, que les pays où il y a une sorte d'éternité au pouvoir d'un clan, quand la transition ou le passage de témoins est mal organisé ou n'a pas été suffisamment préparé, on est sûr de rien. Il y a une porte d'incertitude qui s'ouvre quand un chef d'État arrive à mourir au pouvoir, ou en tout cas à quitter le pouvoir dans des conditions pas normales. Et l'état de santé d'Ali Bongo, disons-le clairement, est-ce que son état de santé lui permettait de diriger le Gabon encore? Et mieux, la facilité avec laquelle le coup d'État a été réalisé... C'était un parler de révolution du palais. Oui, on a tiré sur une ambulance très rapidement. Il n'est pas étranger. Voilà, justement. Donc, est-ce que finalement, en fait, ce n'était pas un mal nécessaire au Gabon pour retrouver une sorte de stabilité dans ce pays? D'accord. Et voilà, la marche démocratique suit son cours, même si on peut se poser des questions, en fait. De savoir si c'était la bonne méthode que celui qui a fait le coup d'État se retrouve à être candidat et être aujourd'hui considéré comme... la transition. Oui, qui a assuré la transition. Surtout qu'il a promis de rendre le pouvoir aux civils. Et à la fin, il prend les gens au mot en disant... Il est civil lui-même. Il a rendu le pouvoir aux civils parce que lui-même, il est civil désormais. D'accord. C'est très facile à la fin. Alors, Morane Assowa, mettons dit, s'il y a quelque chose qui a marqué dans cette histoire donc, du Gabon que Marcel Arrossi a si bien résumé, c'est que c'est le dernier coup d'État dans la vague qu'on a connue ces dernières années, mais c'est le premier à s'être achevé, finalement, par une transition démocratique. Oui, il faut dire que le contexte n'est pas le même. Quand vous parlez du coup d'État gabonais, le président élu aujourd'hui le dit lui-même, il ne considère pas cela comme un coup d'État. C'est un coup de libération pour lui. Et donc, il faut dire qu'il y a une sorte de formalité qui s'est vue réalisée. Il y avait un besoin de voir Ali Bongo qui, sur le plan médical, semblait ne plus vraiment répondre et sur le plan du leadership était quasi absent, même si on le voyait physiquement. Il y avait un besoin de le voir partir. Et lorsqu'il y a eu des élections et que ces élections s'éloignaient de cette réalité, de ce besoin des populations, il fallait donc trouver la formule pour quand même satisfaire aux besoins des populations, ce qui justifie la popularité. À quoi mesure-t-on l'envie des populations, si ce sont ces mêmes populations qui ont porté Ali Bongo lui au pouvoir? C'est justement l'autre problématique du concept de démocratie et des élections dans nos pays. Certes, les résultats ont très tôt fait de dire que Ali Bongo était vainqueur, mais on a constaté la différence ou l'éloignement, le fossé qu'il y avait entre les résultats et cette motivation du peuple à soutenir Ali Bongo. Si effectivement dans la pratique, les résultats étaient assez fiables, on aurait quand même assisté à d'autres soulèvements insistant sur le fait qu'il a gagné les élections. Donc je pense que M. Oligui Nguema, qui n'est pas étranger au système Bongo, depuis le père jusqu'au fils, il n'est pas étranger à ce système, a très vite compris la situation avec d'autres acteurs politiques et a saisi l'opportunité. C'est ce qui justifie naturellement ce soutien populaire
qui aussi pourrait expliquer ce score soviétique, parce qu'on a beau dire que c'est un score soviétique, il est clair et certain qu'il a le soutien d'une partie de la population assez considérable. Et cela aussi explique l'ensemble des actions qu'il a pu mener, qui semblent aussi aller dans le sens du développement. Aujourd'hui, on est face à une situation qui le confirme, mais il serait très peu indiqué de penser que le tout est joué, parce qu'il y a des attentes qui existent. Il va falloir maintenant qu'il puisse poursuivre dans cette logique, ce qui n'est pas aussi gagné d'avance, parce qu'il ne s'agit pas de lui seul, mais il s'agit de tout un système qui est autour. Alors, Gédéon Vegba, on a suivi M. Oligui Nguema dans sa candidature, dans sa campagne électorale, je veux dire. Il a plus brillé par le show, par ses pas à la Michael Jackson, que par on va dire quoi, la luminosité, l'éclat de ces idées qu'il propose pour redresser le Gabon, finalement. Et cela s'explique. Oligui Nguema, le général Oligui Nguema, aujourd'hui civil, n'a pas fait ses classes politiques. C'est un homme politique qui est venu comme les cheveux sur la soupe. Donc, il n'a pas vraiment d'expérience politique en la matière. Donc, cela se comprend. On peut se comprendre. Moi, je peux dire que le Gabon est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire politique avec l'élection de Brice Oligui Nguema. Le contexte est favorable pour lui, puisque la classe politique est vieillissante au Gabon. Il y a une nouvelle classe politique qui est en train de venir sur scène maintenant. Et il a surfé sur ce contexte qui lui est favorable pour faire son coup, on va dire, entre griffes. Parce qu'une élection avec 90%, il faut remonter à des années vraiment très, très lointaines pour voir des scores comme ça. Et les pays qui s'illustrent en la matière, c'est l'Érythrée, dans le nord de l'Éthiopie, là, et puis dans le monde, on peut parler de la Corée du Nord, pour avoir des scores comme ça, ou encore les pays de l'Est. Je pense que ce score est l'expression de ce qu'il y a une situation au Gabon qui, aujourd'hui, est délétère, et les populations en ont ras-le-bol avec la misère ambiante aujourd'hui. Le Gabon, qui est un pays pétrolier, qui a beaucoup de ressources minières et pétrolifères, ils ont le manganèse, ils ont le bois, ils ont beaucoup de choses. Et malgré ça, les populations croupissent dans la misère. Donc, on peut dire aujourd'hui que Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est resté dans le système, qui connaît les failles du système, a surfé sur les insuffisances de ce système pour se refaire une virginité. Aujourd'hui, il est devenu un homme, je dirais, adulé, en griffe par les populations, qui a beaucoup d'ambition, qui a un parti qu'on appelle le bâtisseur, Rassemblement des bâtisseurs, c'est un mouvement politique qui doit être commué bientôt en parti politique. Je pense que c'est un homme qui a été, je dirais, qui a eu le flair de réaliser son coup dans un moment favorable pour lui. Aujourd'hui, il bénéficie de ces, je dirais, des atouts que lui offre ce contexte. Donc, on ne peut que résumer les choses comme ça. Et pour dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'élection suffit déjà, comme vous le disiez tantôt, pour dire, bon, c'est parti, c'est fini? Non. Je pense qu'il y a des défis immenses pour Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'aujourd'hui, le Gabon est en difficulté économique, et endetté, très endetté même d'ailleurs. Un pays très riche, mais qui a une croissance économique autour de 3,1% en 2024. C'est pas une meilleure performance. Avec tout ce qu'ils ont comme richesse, je pense que c'est insuffisant. Donc, il y a beaucoup de boulot. Il en est conscient d'ailleurs, puisque dès la proclamation des résultats provisoires, il a déjà dit que la nouvelle équipe aura fort à faire, aura du boulot, ne va pas chômer. C'est ce que lui-même a dit. Donc, on pense qu'on va observer pour voir la suite. Alors, Vincent Adié, quand on regarde comment cette campagne électorale-là se sont passées, certes, il y avait le dernier Premier ministre d'Ali Bongo qui était candidat, notamment l'ancien ministre de la Communication, Alain et porte-parole d'ailleurs du gouvernement, Alain-Claude Billy-Binzé, qui a finalement eu un score de l'ordre de 3%. Personne n'a contesté. Bon, enfin, on a eu l'impression que tout s'est déroulé comme sur des roulettes. À la limite, on était dans la résignation. Bon, ça va, ça peut aller. Oui, ben en fait, c'est ce que je disais. Il y avait une sorte d'attente générale de passer à autre chose, de voir autre chose que forcément un bongo.
Parce que quoi qu'on dise, Oligui Nguema, c'est toujours le système bongo d'une certaine façon, même si le premier visage de ce pouvoir n'est pas un bongo. Mais c'est justement là, en fait, le plus grand défi de cet homme qui vient de prendre le pouvoir, plus officiellement au Gabon, c'est de faire oublier le système bongo. Je crois que son plus grand échec serait que, en l'espace de 7 ans, que les Gabonais se remettent à regretter le système bongo pur et dur. Ce serait son plus grave échec, puisque les motifs du coup d'État, les quelques slogans de campagne, c'était de dire qu'on veut mettre fin à l'ancien système pour proposer autre chose au Gabon. Et là-dessus, comme j'ai dit, on le disait tout à l'heure, il y a tellement de défis à relever dans ce pays qui n'est pas si petit que ça, qui est grand, mais très peu peuplé, mais qui est riche. On parle du bois, on parle du pétrole. Un pays où près de 60% de la population est citadine. C'est-à-dire que la grande majorité de la population vit dans les 2 grandes villes du pays. C'est quand même rare en Afrique de voir ce genre de choses, et où l'un des principaux défis sont relatifs à l'éducation. À l'éducation. Moi, j'ai vu des scènes sur les réseaux sociaux où des jeunes disent qu'on leur a dit d'aller voter et qu'à la fin, ils n'ont pas été récompensés, ils n'ont pas été rétribués comme cela se doit parce qu'on les a déplacés de la ville pour aller en région pour voter. Donc, satisfaire les attentes de cette jeunesse, je crois que ça doit faire partie des priorités du président gabonais, et éventuellement asseoir son autorité et créer son histoire pour que dans le mandat, c'est 7 ans. Donc, dans 7 ans, qu'on puisse dire oui, qu'il y avait une bonne raison de faire le coup de libération, une bonne raison de se porter candidat et de gagner et de justifier justement les 90%. Le score soviétique, c'est vrai qu'on dit oui, qu'il y a une ferveur populaire, qu'on peut justifier le score, mais en fait, est-ce qu'il aurait eu ce score s'il n'avait pas fait le coup d'État? Est-ce que si c'était porté candidat dans un autre contexte, en fait? Est-ce que le personnage, Vincent, aussi, ne sied pas, on va dire, à la vie au Gabon? On sait qu'au Gabon, on aime bien faire la fête. Il y a une certaine joie de vivre que partagent les Gabonais. Certainement. Et Brice Clotaire Oligui Nguema leur a servi justement la version de cette personne. Il n'a pas dû proposer quelque chose que les gens n'allaient pas accepter. La preuve, c'est que partout où il était passé, en tout cas, pour les images qu'on a vues, c'est que quand il danse, les gens accompagnaient. C'est que les gens chantent ou bien ils applaudissent et ils chantent et ils dansent. Il a même offert ses baskets à un jeune. Bon, je crois que ça, c'est la campagne électorale. Ça, c'est fini. Maintenant, la gestion du pouvoir, au-delà de la transition, c'est maintenant que ça va démarrer. Et je crois que là-dessus, il sera jugé. Et son principal, on va dire, adversaire, celui que vous venez de citer, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, Alain-Claude Billy-Binzé, ne va pas croiser les bras et suivre. Et je parie que celui-là ne va pas rentrer dans la plateforme appelée les bâtisseurs, parce que justement, l'un des pièges de ce système-là qui le guette tout de suite, c'est cette sorte de convergence de presque tout le monde vers la rivière. C'est ce qu'on a l'habitude de dire sous nos cieux. Presque tout le monde est là et veut gérer avec lui. Quand il faut satisfaire tous ses intérêts, vous imaginez qu'à un moment donné, il y a ceux qui ne vont pas y trouver leur compte et les problèmes politiques peuvent commencer à partir de cet instant-là. Donc, de toutes les manières, il a 7 ans pour démontrer de quoi il est capable et on va observer. J'aimerais rebondir, si vous permettez, rapidement sur la fin de Vincent. Je pense que, pour reprendre l'expression de quelqu'un, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le contenu, a lancé l'enveloppe à Alain-Claude Billy-Binzé, puis du PDG, je veux dire, le Parti démocratique gabonais. Parce que si vous voyez, les classiques du PDG ont soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema. Jean Pine, en passant par les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, beaucoup de figures importantes quand même de la classe politique gabonaise ont apporté le soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc c'est pour dire que Alain-Claude Billy-Binzé, qui a été le dernier premier ministre de Ali Bongo, a fait un score, bon, je dirais minable, mais un petit score. 3%. 3%.
Mais ce n'est pas que le Parti démocratique gabonais qui a été au pouvoir pendant 40 ans n'est plus un parti très présent. C'est parce que les caciques, les vrais leaders du parti, se sont ralliés à Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, quand c'est comme ça, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Alors, Morgan Assowa, mettons dire, on a eu l'impression qu'entre le coup d'État orchestré, toutes les péripéties qui ont suivi jusqu'à l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, on était un peu comme dans une bulle. Et maintenant qu'il est élu, c'est une autre réalité qui démarre. Comment faire en sorte que le désenchantement ne s'installe pas de suite? Non, il est clair qu'on aura un désenchantement. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités auxquelles les leaders sont confrontés lorsqu'ils prennent le leadership de l'État. La première réalité, c'est le contexte de coopération internationale, le système international. Vous allez constater, comme vous l'avez souligné, que le Gabon a été l'un des premiers à formaliser, retourner le pouvoir au civil. C'est simplement parce qu'au niveau du Gabon, il n'y a pas eu rupture avec le système international tel qu'il était conçu et il permettait au système Bongo d'évoluer. Il n'y a pas de contrat qui soit forcément remis en cause, il n'y a pas de rupture du système de coopération. Toutes les institutions internationales sont dans le soutien du Gabon, ce qui signifie que la plupart des mécanismes de gestion de la chose publique liés au système international sont demeurés dans cette logique. On a parlé tout à l'heure, on a tiré l'attention sur la question de la dette. On sait tout ce que cela représente. Le Gabon a payé sa dette, ce qui signifie que le Gabon, une partie de sa dette, ce qui signifie que le Gabon reste toujours dans cette dynamique. Mais quand vous faites allusion aux autres pays où il y a eu des coups d'État, ce sont là des pays qui ont décidé de rompre la continuité avec le système international, ce qui signifie qu'il y a... Forcément, eux tous. Oui, quand je dis... Il y a eu le cas du Zimbabwe, avec Emerson Mnangagwa qui a renversé en son temps Robert Mugabe. Enfin, après aussi, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est un peu comme le Gabon aussi. Oui, c'est un peu différent des autres régimes où on a la reprise a été faite par des militaires. Et c'est surtout à ceux-là que je fais allusion, puisqu'ils sont assez récents. C'était un militaire. C'est la même génération que Robert Mugabe. Ils ont milité dans le même parti, ils ont fait la guerre d'indépendance ensemble. Voilà, en activité militaire. Alors que nous sommes dans le cas des leaders qui ont pris le pouvoir alors qu'ils étaient militaires. Et quand je vois les autres, tous ont décidé de prendre une pause vis-à-vis du système international parce qu'ils ont estimé que ce système de coopération ne favorisait pas le développement de leur pays. Et au Gabon, c'est pas pareil. Donc le désenchantement va arriver parce que le système va être confronté à certaines réalités qui ne vont pas tout de suite satisfaire les populations. Mais il y a l'avantage de ne pas avoir une population qui correspond aux autres pays. On a bien fait d'attirer l'attention. La population n'est pas aussi énorme que cela, mais il va falloir trouver les mécanismes pour impliquer d'abord les populations dans le développement du pays, mais surtout pour la répartition des richesses, qui n'est pas une chose évidente si on continue d'avoir des acteurs de multinationales et des sujets de coopération qui, pour la plupart du temps, prennent ou tirent beaucoup plus d'avantages des ressources du Gabon plutôt que les Gabonais eux-mêmes. Donc c'est une situation qui va forcément venir et l'ingéniosité peut-être du président nouvellement élu à pouvoir compenser le système fera de lui qu'il n'y ait pas trop de désenchantement, mais à coup sûr, il y aura un désenchantement. Alors, Gédéon, est-ce que justement ce désenchantement dont parle Morgan, ce retour à la réalité, cette fin de rêve va arriver aussi vite que prévu? Je pense que l'état de grâce ne sera pas de longue durée, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema avait fait l'expérience d'une nouvelle république. Je ne vous apprends rien qu'il y a eu un référendum, ils ont une nouvelle constitution, avec un régime présidentiel aujourd'hui. Il y a deux vice-présidents qui accompagnent le président et qui ont des rôles spécifiques. Cette nouvelle expérience, étant donné que l'homme même n'est pas un politicien fin, moi, j'ai bien peur que la crise ne tarde pas à venir. Est-ce qu'aujourd'hui, la classe politique, puisque je parlais des soutiens tantôt, vous savez que Pascaline Bongo est l'un des soutiens, ou l'un des grands soutiens de Brice Clotaire Oligui Nguema. Qui parle de Pascaline Bongo parle d'une figure importante de la classe politique gabonaise.
la fille de l'ancien président, ancienne directrice de cabinet, ancien. Donc, beaucoup de casquettes. Et si celle-là accompagne Brice Clotaire Oligui Nguema, ce n'est pas pour rien. Il y a forcément une pièce de rechange. Il y aura quelque chose en retour. Donc, quand toutes ces figures se mettent ensemble pour dire nous t'accompagnons dans ta nouvelle vision et que on fait l'expérience de Nouvelle République avec tout ce que ça contient comme surprise, comme aléa, je peux dire que c'est pas évident que ce soit comme sur des roulettes pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce qu'aujourd'hui les Gabonais sont prêts pour lui donner quand même un temps nécessaire pour faire cette expérience? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, il faut reconnaître que la population attend d'avoir des satisfactions pour les problèmes sociaux, les problèmes économiques et d'autres problèmes également de suivi quotidien. Donc je pense qu'il a fort à faire et le chantier est vraiment vaste et il va devoir s'y atteler très vite, comme il le dit, et trouver des solutions pour que les populations puissent trouver leur pain de vie quotidienne. On va scruter de très près cette situation au Gabon et voir si Brice Clotaire Oligui Nguema, qui incarne aujourd'hui une bonne partie de l'expérience gabonaise, va pouvoir tenir comme cela se doit les attentes et qu'il va faire démentir les pronostics. Allez, on en vient à présent au deuxième sujet en débat et cet homme que vous allez voir à l'écran, qui est le président d'un pays d'à côté, le Togo, bien sûr, a été nommé médiateur par l'Union africaine dans la crise en République démocratique du Congo, Afouda, Vincent Agué. Il y a eu avant lui plusieurs médiateurs et pas des moindres. Je peux vous les citer. Uhuru Kenyatta, ancien président kényan. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria. Haïlé Mariam Desalegn, ancien premier ministre de l'Éthiopie. Ou encore João Lourenço, actuel président de l'Angola. Toutes ces personnes se sont cassées la tête. L'Union africaine a décidé de refiler la patate chaude. Ou de refiler la patate, je ne sais pas si elle est chaude, de refiler la patate à Faure Gnassingbé. Est-ce que c'est une patate chaude selon vous? Sûrement. Sûrement. La crise en RDC est une crise très complexe. Je n'ai pas envie de me limiter à dire que c'est complexe, c'est une crise très complexe. On est dans un contexte de conflits prolongés, de conflits répétés, récurrents dans ce pays et avec le Rwanda. Qu'on en arrive aujourd'hui à trouver ou à chercher médiateurs en dehors de l'Afrique centrale, en dehors de l'Afrique australe, ça veut dire ce que ça veut dire. La crise, elle est profonde. Il y a une sorte de dialogue presque impossible, sinon impossible, entre les principaux protagonistes de la crise. Et l'Union africaine a dû juger qu'il faut tenter le tout pour le tout, en allant voir du côté de l'Afrique de l'Ouest quelqu'un qui a réussi à faire parler des acteurs ces dernières années sur des crises d'une certaine dimension. La Côte d'Ivoire et le Mali. Je crois que le Togo a été facilitateur sur la question de l'arrestation des militaires ivoiriens par Bamako à une certaine époque. Nos voisins de l'AES, je crois que le président togolais fait partie de ceux qui arrivent à discuter avec les dirigeants des pays de l'AES et bien d'autres. Et puis, Faure Gnassingbé, oui, c'est le Togo, mais c'est le doyen des chefs d'État en Afrique de l'Ouest. 2005-2020, ça fait quand même 20 ans qu'il est là. Donc, il en a vu sur le continent. Il peut être un acteur qui soit en mesure de faire parler les présidents congolais et rwandais. Et on sait aussi qu'il est très proche du régime rwandais. Est-ce qu'il est aussi proche du système congolais? Peut-être oui, peut-être non. Mais ce qui est sûr quand même, il n'a pas dû être choisi par hasard. Et donc c'est à suivre en fait. D'accord. On peut mettre des hypothèses, mais à la fin, je pense que c'est le résultat qui va compter. Alors, parce que quoi qu'on dise, les crises sur lesquelles le président togolais ou la diplomatie togolaise ces dernières années a démontré une certaine efficacité ne sont pas de même nature que ce qui se joue en RDC entre ce pays et le M23 avec le Rwanda comme soutien en arrière-plan. Alors, Morgan Assouba Metonji, quelles sont les armes dont dispose aujourd'hui M. Gnassingbé pour parvenir à faire parler
manifestement deux ennemis jurés qui se regardent vraiment en fin de faïence. Le conflit est ouvert, le clash est lancé. Oui, il faut dire que le Togo a quand même l'aptitude diplomatique nécessaire pour se pencher sur cette crise. Et la particularité de la crise en RDC est que l'aptitude diplomatique ne suffit pas. C'est ce qui, naturellement, justifie l'échec de tous ceux dont vous avez cité les noms, qui s'y sont exercés. Il faut beaucoup plus que l'aptitude diplomatique, il faut la capacité d'influence à la fois sur le plan économique et sur le plan géopolitique. Et là, il va falloir que le président togolais aille au-delà, certainement, de ce à quoi il a l'habitude. Parce que quand vous regardez la RDC, vous posez la question de comprendre pourquoi est-ce que la crise ne fait que perdurer, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. Il n'y a pas que les intérêts des deux acteurs qui semblent être protagonistes, il y a les intérêts des acteurs des pays limitrophes qui jouent aussi un rôle. C'est pour cela que c'est difficile pour un pays limitrophe de réellement se positionner comme médiateur de cette crise. Et il y a aussi les intérêts maintenant des acteurs majeurs de la scène internationale. Je parle de la Chine, je parle des États-Unis, je parle de la Russie et bien d'autres qui ont quand même des intérêts géostratégiques et économiques au niveau de la RDC. Si le président Faure arrive à avoir une diplomatie capable d'être épaulé par des capacités géostratégiques et économiques, je pense qu'il y aura de résultats. Donc oui, la compétence diplomatique est là. Maintenant, est-ce que le jeu économique et géostratégique peut appuyer? Déjà, il faut regarder que l'une des images qui a marqué cette crise récemment, c'est bien qu'on les retrouve à la fois le président rwandais, Paul Kagame, et le président Tshisekedi à Doha, en train de s'asseoir. Mais quand vous regardez Doha, l'un des facteurs les facteurs qui peuvent expliquer la capacité de Doha à convoquer les deux chefs d'État, c'est d'abord sa capacité géoéconomique et sa capacité aussi géopolitique, parce que qui dit Doha voit des relations avec les États-Unis et bien d'autres acteurs de la scène économique internationale. Alors justement, mon cher Gédéon Wegba, est-ce que trop de médiation finalement ne tue pas la médiation? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de médiation, il y a des voies parallèles aujourd'hui également qui sont arpentées pour pouvoir résoudre cette crise. Pendant que l'Union africaine a nommé Faure Gnassingbé, il y a le médiateur de la SADC, il y a le Doha qui est en train de mener également une médiation. Ça va presque dans tous les sens finalement. Je pense que pour trouver une solution à une crise, on explore toutes les pistes. Et les médiations proposées ou spontanées sont les bienvenues pour une résolution de cette crise. Donc, il n'y a pas trop de médiation, à mon avis. Parlant du Togo, je pense que le Togo a beaucoup d'atouts aujourd'hui pour jouer ce rôle. L'histoire entre le Togo et la RDC, c'est une longue histoire, une histoire vraiment ancienne. Depuis Mobutu Sese Seko, avec le défunt président Gnassingbé Yadema. C'était deux présidents qui ont gardé de très bonnes relations, et je ne vous apprends rien, même à sa chute, il a fallu que Mobutu passe par Lomé avant d'atterrir à Rabat. Je pense que c'est deux pays qui se connaissent plus ou moins bien. Et le président Faure Gnassingbé a aujourd'hui un ministre des Affaires étrangères qui a l'étoffe aujourd'hui d'un Djibril Bassolé en son époque. Djibril Bassolé qui fut l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Escompaoré. Je veux dire qu'il y a une étoffe vraiment très importante qui a pris l'envergure aujourd'hui, qui gère beaucoup de dossiers, et Vincent l'a rappelé, sur le continent, avec succès parfois. Donc je pense que quand on prend tout ça ensemble, on peut dire que Faure Gnassingbé a de fortes chances d'apporter une plus-value à cette crise. Même si sur le terrain on peut dire bon, c'est pas aussi évident, parce que les médiateurs qui se sont confrontés à cette crise ont dû raccrocher, parce que on dû jeter le tablier. Pardon ? On dû jeter le tablier. On dû jeter le tablier parce que les protagonistes sont, je dirais, campés sur leur position. Les intérêts qui sont en jeu sont énormes. Donc chacun fait selon, comment je vais dire, les réalités du moment. Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont bougé? Est-ce que les lignes ont bougé pour que Faure Gnassingbé, le président togolais, puisse apporter vraiment une plus-value ou puisse trouver une solution à cette crise?
moi, je suis perplexe dans ça. Mais, je dis, son ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, Robert Dussé, est une figure très importante en termes de diplomatie sur le continent. Lui-même n'est pas, comme l'a dit Vincent, c'est pas un nouveau venu sur la scène, c'est un vétéran. Il a 20 ans d'expérience politique, en tant que président, bien sûr. Donc tout ça, ça peut peser dans la balance. Maintenant, est-ce que le Qatar, qui s'est invité, comme le disait Morgan, a lâché du lest dans cette crise, j'en sais rien. Puisque le Qatar, je dis, ravi la vedette à l'Angola, c'est ce qui a énervé le président João Lourenço et qui a décidé de jeter l'éponge aussi. Donc je pense que tout ça, c'est une situation à analyser vraiment avec des pincettes et voir si aujourd'hui Faure pourra vraiment faire quelque chose. Mais je dis, il a des atouts. Il a l'expérience, et on va le voir à l'œuvre. Il a aussi un réseau. Il a un réseau, on va le voir à l'œuvre pour voir de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il peut faire comme... qu'est-ce qu'il peut apporter comme changement. À Lomé, on ne s'emballe pas non plus, Vincent. On parle de l'objectif selon Lomé, selon le ministre des Affaires étrangères Robert Dussé, c'est de contribuer activement à la recherche d'une paix durable. On est assez prudent sur les mots, on ne parle pas de résolution de conflit, on parle de contribuer. Donc c'est une contribution. Ça peut ne pas aboutir, mais au moins on aura contribué. C'est l'une des qualités qu'on attend d'un médiateur, la discrétion et l'humilité. Vous allez remarquer jusque-là que le médiateur n'a pas été récusé par l'une des parties. Sans doute qu'il y a eu des actions préliminaires pour voir au niveau des deux pays et peut-être même d'autres États, d'autres acteurs pour accepter cette nouvelle figure, cette nouvelle proposition de médiation dans cette crise. Moi, je disais qu'on va suivre pour voir ce que ça va donner, parce qu'au-delà de tout, il faut qu'il y ait des solutions africaines aux problèmes africains. Vous avez parlé de Doha, oui. Doha, ou le Qatar, en tout cas, peut continuer pas à agir, mais il est important que l'Union africaine trouve des solutions à des problèmes qui sont typiquement africains, même s'il y a une constellation d'intérêts autour de la RDC qui fait que la crise n'est pas que africaine, elle concerne plusieurs autres acteurs internationaux au regard de ce que représente le sous-sol de la RDC, en tout cas la géographie de cette région de l'Afrique. Donc, on va suivre pour voir ce que le Togo va finalement réussir à obtenir dans ce contexte. Même si je peux me demander, est-ce que, même diplomatiquement, qui trop embrasse ne va pas mal étreindre. Parce que la patate de l'AES est toujours là avec la CEDEAO et d'autres crises, les problématiques internes du Togo aussi. Mais dans tous les cas, à la fin, si l'issue est heureuse, et c'est ce qu'on souhaite, c'est que le Togo aura démontré d'une certaine façon qu'on peut briller sur le plan international par autre chose, même si on n'est pas riche financièrement, on n'est pas riche économiquement, on peut vendre autre chose comme sa diplomatie. Et ça ne peut qu'être un plus pour ce pays et pour l'Afrique de l'Ouest. Messieurs, voyons voir à présent ce que nous réserve l'actualité en Côte d'Ivoire, où la tension monte. Morgan Assoba Mentonji, on voit que le PPACI et le PDCI RDA, PPACI parti donc de l'ancien président Laurent Gbagbo, PDCI RDA, son ancien parti tenu aujourd'hui par Tidiane Thiam, le nouveau président d'ailleurs qui est annoncé candidat à l'élection présidentielle. Tous les deux se sont retirés de la CEI, la commission électorale indépendante. Ils pointent du doigt des défaillances. Est-ce qu'on est en train de se diriger vers une crise à 6 mois de la présidentielle aussi, là-bas? Bon, il faut dire que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsque vous êtes un observateur assez averti, vous n'êtes pas surpris. Vous espérez seulement que le leadership aura la bienveillance de désamorcer ces tendances de crise, parce que Laurent Gbagbo, qui déjà ne se retrouve pas dans les conditions sur le plan légal
pour être candidat alors qu'il a la ferme conviction et la détermination d'y aller. Certaines querelles par rapport à la structuration même de cette commission-là existent déjà depuis un moment et sont dénoncées. Donc l'ingéniosité du leadership n'a pas encore certainement pris suffisamment en compte pour pouvoir agir dans le sens de désamorcer la crise. Je pense qu'il est là la situation ou le point, le nœud du déroulement constructif de ces élections, et qu'il va falloir aujourd'hui que les différents acteurs, surtout ceux qui ont la capacité de prendre des décisions, s'y mettent à temps. La crise ne date pas d'aujourd'hui. Les prémices de cette crise existent depuis des années, et c'est tout à fait étonnant qu'on n'ait pas forcément vu des actions dans le sens de désamorcer cette situation de crise. Alors, Gédéon, on remarque aujourd'hui que Laurent Gbagbo, malgré le fait qu'il est éjecté de la liste électorale, le fichier électoral, je veux dire, promet quand même une victoire de son parti à l'élection présidentielle. Pensez-vous qu'il va faire le forcing ou il va présenter un autre candidat? C'est une question problématique. Je pense que je ne saurais dire oui ou non ici, puisque je ne suis pas acteur sur le terrain, mais de l'observateur que je suis, je pense que nous sommes dans un cercle vicieux en Côte d'Ivoire, parce qu'à chaque période, on reprend les mêmes choses. Il n'y a pas de changement sous Ouattara, même si on peut noter qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le président Ouattara, beaucoup d'avancées sur le plan économique surtout, beaucoup de réalisations dans le pays, mais il n'en demeure pas moins que sur le plan politique, on est resté dans la situation de 89-90. Des crises sur des crises, on prend les mêmes, on reprend, et puis rien ne bouge. La CEI, la situation de la CEI, on l'a connue en 2010, même pratiquement dans les mêmes contextes, dans les mêmes formats, pratiquement. Aujourd'hui, on dit que le PPACI et le PDCI se sont retirés de la CEI. Qu'est-ce que ça augure demain? J'ai bien peur qu'une crise préélectorale s'annonce potentiellement. Est-ce que les gouvernants actuels ont pris la situation, ont pris la mesure de la situation? J'en sais rien, mais je constate qu'on fait les mêmes choses. Malheureusement, on fait les mêmes choses. On ne change pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, on ne sait pas qui est le dauphin d'Alassane Dramane Ouattara. Ou c'est lui-même qui sera candidat, on n'en sait rien. Non, puisque il a dit le porte-parole du RHDP a annoncé qui sera le candidat du parti. Lui-même a dit, c'est là où il y a brouille, ou moins s'il y a un flou, lui-même a dit qu'il y a 7 potentiels successeurs qui sont là. Lui-même, il a 7 potentiels successeurs. Quand Adjoumani prend la parole, ça peut faire foi. Ça veut dire que certainement qu'il ne fait que rendre compte de tractations internes. Je pense que si on s'en tient au propos de l'homme, qui est revenu plusieurs fois sur le sujet, qui a dit que le 4e mandat, c'est pas évident, qu'il n'est pas sûr de revenir, qu'il est fatigué, tout ça, je peux dire, bon, pour le moment, on le force la main. On lui force la main. Est-ce qu'il va céder à cette pression qu'il subit? Je n'en sais rien, mais je pense qu'il ferait mieux pour la sagesse, pour laisser un grand nom à la tête de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il ferait mieux de ne pas céder à cette pression parce qu'il en a assez fait. Et aujourd'hui, il y a quand même des valeurs, des gens, des jeunes talentueux, des qualités au sein du RHDP pour le succéder. Il a fait venir des gens quand même qui ont de l'étoffe aussi. L'ancien gouverneur de la BCAO qui est devenu vice-président. Je dis, dans tous les cas, il faut changer, il ne faut pas rester dans cette dynamique de dire que nous, on ferait un 4e mandat. Parce que les conséquences, on ne mesure pas les conséquences aujourd'hui, mais ce serait demain. Donc, pour moi, je pense que j'aurais proposé ou j'aurais suggéré que Ouattara laisse tomber son 4e mandat et propose un dauphin et pour la suite. Parce que Gbagbo, c'est pas évident. Jusqu'à là où nous parlons, il n'est pas sur la liste électorale. Et il n'y aura pas
selon ce que nous voyons venir là, il n'y aura pas un miracle pour qu'on le réinscrit sur cette liste. Mais sur quoi est-ce qu'il compte, Vincent? Je pense que c'est du forcing pour dire, bon, on va mener la bataille jusqu'à un moment donné. Si on n'a pas gain de cause, on peut proposer un candidat pour dire, bon, il porte le drapeau du PPACI, c'est tout. Je pense que ça doit être le format. Sur quoi compte Gbagbo pour faire le forcing? Mais entre nous, est-ce que vous voyez Gbagbo croiser les bras parce que son nom n'est pas sur la liste électorale, dit ouais, ok, tout va bien, et je me calme, et puis je choisis un autre pour me remplacer. 2010-2011, on a vu, il avait le dos au mur, mais il continuait de tenir. Donc ça ne ressemble pas à l'homme de jeter l'éponge ou de se résigner face à quelque situation que ce soit. Comme le disait Morgan tout à l'heure, la crise en Côte d'Ivoire, elle est reportée, elle est sans cesse reportée. Personne aujourd'hui ne peut être surpris de ce qui se trame, de ce qui se joue déjà dans ce pays. Et on est à l'abri de rien, en fait. On ne peut pas dire ça va forcément bien se passer. Il y a plus de raisons de croire qu'il y a des éléments de crise naissantes en Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo tient coûte que coûte à aller aux élections et que le système ne bouge pas, qu'on ne peut pas le réinscrire sur la liste électorale, il n'est pas seul, qu'est-ce que ça va donner comme conséquence, voilà. Et puis, la candidature de Ouattara aussi, ça peut être problématique parce qu'au fond, ce qu'on crée en fait, c'est le nouveau duel de ces deux hommes, Ouattara et Gbagbo. Les deux sur les bulletins en octobre 2025. De ce qu'on observe aujourd'hui, ça reste très peu loin de la Il suffit juste que Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Sur candidat. Donc je pense que voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, mais si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est fini. C'est que Ouattara passe les hauts les mains s'il est candidat. Donc je me dis, il y a probablement besoin que les acteurs en Côte d'Ivoire se parlent encore, au-delà de la poignée de main entre Ouattara et Gbagbo, que les acteurs se parlent de façon franche et honnête, et que les conditions pour une élection juste et équitable soient posées. La crise, on voit pour le moment Gbagbo et Ouattara. On ne parle pas très souvent de la situation de Thiam, qui doit normalement être désigné dans quelques heures comme candidat de son parti. Il y a Jean-Louis Lyon qui fait un forcing aussi. La question de la nationalité en Côte d'Ivoire, c'est une problématique très centrale. Et je me suis toujours demandé comment un pays qui a été constitué par des migrations arrive à mettre dans sa loi la nationalité à la limite qui relève de la question du sang, où on ne tolère pas la double nationalité, et même quand elle est tolérée, le processus pour faire accepter votre unique nationalité ivoirienne, elle est tellement complexe. Par le simple fait que vous avez déjà eu une nationalité autre que ivoirienne une fois, pour pouvoir démontrer, même si vous avez renoncé à cette autre nationalité, le processus, il est long et complexe. Et on peut se demander, est-ce que d'ici aux élections, si Thiam aussi pourra être reconnu comme ivoirien? Oui, il est ivoirien, comme ressortissant de ce seul pays dont il se réclame. C'est une grosse interrogation. Donc, il y a des éléments qui pourraient être des éléments chrysogènes. Il y a des étincelles dans l'air? En Côte d'Ivoire, ça c'est plus que sûr. C'est plus que sûr. Et il est à souhaiter, comme disait Gédéon. Moi, je ne dirais pas qu'il ne faut pas que Ouattara se présente, c'est tout son droit, puisqu'à partir du moment où il a réussi à avoir un premier mandat pour une troisième candidature. Une nouvelle république. Dans tous les cas, c'est qu'en politique, il y a une manière de compter. Qui n'est pas mathématique. Qui n'est pas constitutionnelle. Alors, comment on s'extirpe de cette flamme annoncée donc en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne veut pas avoir la Côte d'Ivoire sombrer à nouveau, on va dire la Côte d'Ivoire végéter à nouveau dans les heures sombres, comme on a pu le voir par le passé. Oui, c'est ce que mes co-débatteurs ont commencé par dire, c'est qu'il faut s'asseoir autour d'une table et il faut éviter les cas de force majeure.
parce que c'est un cas de force majeure qui a fait que Ouattara a été candidat à la dernière élection présidentielle et il a été élu. Et aujourd'hui, à regarder tout ce qui se passe, on pourrait se retrouver dans un cas de force majeure. Aujourd'hui, quels sont les fils qu'il faille couper pour désamorcer la bombe? Le caractère inclusif des élections. Et ce caractère inclusif, bien que les tests en vigueur aujourd'hui en Côte d'Ivoire exigent un certain comportement, va devoir aller au-delà des tests. Donc il va falloir qu'on apporte une solution politique à un problème qui est politique, mais à la fois aussi on a mis les tests pour rendre le problème assez sur le plan... Ce sont les politiques qui ont mis les tests. Voilà. Donc, qui ont mis les verrous, je dirais. Il y a ce fil-là, et le second fil qu'il faille couper pour désamorcer la bombe, c'est bel et bien ce caractère, c'est toujours l'inclusivité, hein, mais lié à la question de nationalité, et cette problématique aussi liée à la conscience des populations. Parce qu'il faut rappeler que même si les politiques s'embrouillent et que les populations ne suivent pas les politiques comme on a assisté à cela pour la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2010-2011, on ne se retrouverait pas à compter des morts si d'aventure on devait y arriver. Je pense qu'il faut assez de maturité de la part des populations et aussi une ingéniosité de la part des acteurs politiques. Merci à vous, Morgan Assouba Metondi. Vous êtes consultant en géopolitique. Merci Gédéon Vegba, journaliste, chroniqueur international. Merci à Fouda Vincent Agué. Vous êtes au service web de la SRTB pour vos analyses éclairées sur ces sujets d'actualité à l'international. Dernière escale de cette émission avant de mettre fin, la revue de presse de Marcel Arrossi. La revue de presse de Marcel Arrossi aujourd'hui à la une, le calendrier des élections générales. Fraternité alerte, non, mais pas une alerte. L'emblème du jour, du moins, annonce que la cérémonie présidée par Sakalafia s'est tenue le mardi 15 avril 2025 dans les locaux de la Sénat à Cotonou, dans une ambiance à la fois sobre et solennelle. L'événement marque le point de départ donc concret des préparatifs pour un scrutin inédit rassemblant donc législatives, communales et présidentielles. Le Soleil Bénin Info s'intéresse à la mobilisation des acteurs en amont du scrutin. Le journal révèle qu'une réunion de concertation entre la Sénat et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'est déroulée le 14 avril. Au cœur des discussions, la liste électorale informatisée, l'EI, et ses implications techniques. Selon les chiffres avancés, près de 8 millions d'électeurs sont attendus dans 18 000 postes de vote répartis sur 8 014 centres de vote. Le quotidien précise que l'ANIP s'est engagé à respecter scrupuleusement les délais fixés par l'article 17 du Code électoral. Transmission des statistiques 180 jours avant le vote et de la liste électorale 60 jours avant le premier tour des élections. L'événement précis, quant à lui, met en lumière les grandes dates du processus. Le média rapporte que la Sénat a dévoilé un calendrier électoral détaillé comprenant 53 activités pour les élections couplées communales et législatives et 38 activités pour la présidentielle seule. Selon ce chronogramme, les élections communales et législatives se tiendront le 11 janvier 2026, l'élection présidentielle fixée au 12 avril 2026 pour le premier tour avec un éventuel second tour programmé au 10 mai 2026. La presse s'accorde ainsi à souligner l'ampleur du défi logistique et institutionnel que représente cette échéance électorale. Fraternité lève le voile sur la bataille des chiffres. À moins d'un an des législatives, les partis politiques affûtent leurs armes stratégiques, selon le journal. Fraternité révèle que l'introduction du seuil de 20% par circonscription électorale pour obtenir un siège bouleverse les calculs. Les résultats de 2023 montrent que l'UPR, le BR et les démocrates n'avaient pas franchi ce seuil dans toutes les 24 circonscriptions. L'Union progressiste, le Renouveau, avait échoué de peu dans 3 zones, le Bloc républicain dans 5 zones et les démocrates dans 10 zones avec des scores parfois inférieurs à 10%, ce qui rend désormais les alliances parlementaires complexes, voire impossibles pour l'opposition selon Fraternité. Vers un parlement monochrome s'interroge le journal. Fraternité anticipe de toute façon un scénario probable, une assemblée dominée par l'Union progressiste, le
Renouveau et le Bloc républicain si la dynamique de 2023 se maintient. Les démocrates seuls opposants représentés à ce jour risquent de ne pas franchir la barre sans percée spectaculaire ou coalition crédible, bien sûr, si la dynamique de 2023 se maintenait. À l'inverse, les partis proches du pouvoir pourraient, grâce à des accords parlementaires, capitaliser sur leurs forces respectives. Et puis la loi sur la chefferie traditionnelle est promulguée. Le chef de l'État acte une révolution silencieuse à travers un décret pris le 3 avril 2025. Le président Patrice Talon a promulgué la loi portant statut juridique de la chefferie traditionnelle, rapporte Bénin Intelligent. Cette promulgation marque une avancée historique dans la reconnaissance de l'autorité coutumière dans l'architecture institutionnelle du Bénin. La tradition entre dans la République pour la première fois depuis l'indépendance. Roi, chef supérieur et chef coutumier bénéficient d'un cadre juridique clair selon donc leur statut officiel au sein de l'État. La loi distingue désormais 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières couvrant l'ensemble du territoire national. Parmi les royaumes reconnus figurent Alada, Danhomey, Niki, Savalou, Ketou, Tchabé, Dassa, Dougou, Kouandé ou encore Porto Novo ou Robonou si vous voulez. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi, pour ces informations relayées. C'est moi. On se retrouve ensemble lundi, mais déjà, on vous retrouve demain sur le rendez-vous de midi, n'est-ce pas? Bien sûr. Absolument. Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale. Bonjour le Bénin de ce mercredi 16 avril 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Arnaud Togwen. On retrouve demain la dame qui sera aux commandes. Quant à moi, on se retrouve lundi quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mercredi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.